Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le Premier ministre à la dédicace du temple Sinaï de Monga. Après plus de 30 ans d'attente, cette communauté méthodiste dans le département d'Alépé tient enfin son lieu de prière. Robert Begré-Mambé et les fidèles ont donc célébré avec une immense joie la dédicace du temple Sinaï. Demain, lundi 17 août, la République du Gabon va célébrer son accession à l'indépendance. La Côte d'Ivoire prend part à la célébration. C'est le vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui représente le président de la République, Alassane Ouattara. Dès son arrivée ce dimanche, Ténébi Raïman Ouattara s'est entretenu avec Alexandre Barrot-Chambrier, vice-président de la République du Gabon. Immersion dans la fabrication de daba. On ira dans la région de Béké, à Béomi, ville du masque sacré. Goli, un savoir-faire ancestral, résiste au temps. La fabrication de la daba, ce métier est transmis de génération en génération. Un outil agricole forgé par des artisans locaux que nous verrons à l'œuvre dans ce journal. Et puis en Grèce, des centaines de personnes ont été évacuées ce dimanche de l'île de Salamine. Près d'Athènes, les autorités locales annoncent aussi 2 morts dans ces feux de forêt. Le décès d'un couple âgé, l'incendie fait rage alors que la Grèce vit le pic de sa saison touristique autour du 15 août, jour de l'Assomption. On démarre par cette action de solidarité du gouvernement. Le Premier ministre, aux côtés des sinistrés de l'incendie déclaré jeudi à Treichville, au nom du chef de l'État, Robert Begré-Mambé, a remis 10 millions de francs CFA aux sinistrés. Un reportage qu'on voit avec Régis Kofi. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, aux côtés des personnes impactées par l'incendie qui s'est déclaré depuis jeudi à l'avenue 8 à Treichville. Le chef de gouvernement s'est rendu sur le site, encore en proie aux flammes, pour s'enquérir de la situation. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre a fait don de 10 millions de francs CFA pour soulager les sinistrés. Nous avons été alertés du drame à l'avenue 8, ici à Treichville. Au regard des rapports qui nous ont été faits, le président a demandé que nous venions en présence des collaborateurs des ministres qui sont en mission et des autorités municipales ainsi que de Madame la députée, la doyenne Ami Toukara, saluer les populations en son nom. C'est ce que nous venons de faire et nous souhaitons simplement que tout soit fait pour que de tels drames ne se répètent plus. Ce que nous avons constaté aussi, c'est que heureusement, il n'y a pas eu de victimes humaines. C'est des dégâts matériels importants. Le bâtiment est parti en fumée. On va faire les analyses techniques pour connaître les causes de ces drames et tirer les leçons pour l'avenir. Cet entrepôt de la société Technomate, parti en fumée, abritait du matériel bureautique et des pneus usagés, ce qui rend la tâche difficile aux soldats du feu qui, depuis jeudi, continuent de combattre l'incendie. L'immeuble qui s'est effondré vendredi a causé d'énormes dégâts matériels dans les habitations juxtantes. À Monga, dans le département d'Alépé, la communauté méthodiste a enfin son temple, plus de 30 ans d'attente. La dédicace a eu lieu en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Évidemment, une joie immense pour les fidèles qui vont désormais prier dans ce temple baptisé Sinaï. C'est avec des chants d'allégresse que la communauté méthodiste de Monga a dédié son temple à Dieu, sous le regard du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Cet édifice bâti sur 2 niveaux, avec une capacité de 1800 places, fait la fierté des habitants du village. C'est comme un rêve et puis nous sommes allés jusqu'au bout. Et quand on voit ce temple, c'est très grand, plus grand que beaucoup de temples à Abidjan. C'est pour vous qu'on a dédicacé ce temple. Ce n'est pas pour méthodistes seulement, c'est pour tout le monde. Vous allez retrouver la grâce, le bonheur. Jésus-Christ est ici. Plus de 30 ans de travaux avant de voir ce bâtiment flambant neuf sortir de terre. Le temple de Monga est baptisé Sinaï, lieu de rencontre entre l'humain et le divin. Il faudrait qu'on comprenne que c'est un endroit où nous avons besoin d'intercéder, de prier, d'élever la voix vers le Seigneur. Et le Seigneur il est prêt à nous répondre. C'est la consécration d'une proximité avec le Seigneur, développée par nos frères et sœurs de Monga, et qui exige de la communauté que chacun
se restructurent intérieurement pour que la rencontre avec Dieu soit fructifiante. Et le nom Sinaï n'a pas été choisi au hasard. Le Sinaï est le mont sur lequel il a eu la révélation. En venant donc dans ces temples, chacun cherche à rentrer en révélation avec le Seigneur. Mais le plus important, ce n'est pas tant l'écriture en tant que texte scripturel, mais l'écriture en tant que moyen spirituel d'évolution. Ils sont près de 900, ces fidèles de Monga, qui vont désormais prier chaque dimanche sur cette terre de 5,2 hectares. Hors du pays est toujours en religion. Le chemin vers Lourdes commence bien avant d'arriver à la grotte de Massabielle. Chaque année, des TGV spécialement affrétés permettent à des milliers de pèlerins de rejoindre le sanctuaire. Mercredi dernier, un TGV spécial pèlerin a quitté la gare Montparnasse à Paris avec à son bord des centaines de pèlerins, dont des Ivoiriens. Notre équipe de reportage, Marie-Chantal Akanda et Robert Conan, ont embarqué dans ce train pour partager avec nous des heures de voyage entre prière, fraternité, solidarité et service. Un TGV pas tout à fait comme les autres a quitté Paris pour Lourdes. Dans les wagons, la diversité saute aux yeux, divers pèlerins, des malades, des bénévoles français et d'ailleurs, veillant sur chacun avec une bienveillance qui donne le ton du voyage. Pour certains, c'est une première. C'est la toute première fois que je viens à Lourdes à ce pèlerinage. Je voudrais d'abord dire merci à tous ceux qui m'ont permis d'être là. Il y a le désir de venir et puis il y a la réalisation. Donc si aujourd'hui je peux être parmi les pèlerines, là, les pèlerins, je rends grâce à Dieu. L'émotion se lit sur les visages entre appréhension et joie contenue. D'autres, plus habitués du pèlerinage de Lourdes, retrouvent avec le sourire ce rituel du train qui les rapproche de la grotte de Massabielle à Lourdes. Ça fait plus de 10 ans que je voyage avec toute la famille. Nous sommes ancrés dans la religion. Je suis là pour prier, non seulement pour la famille, mais pour la Côte d'Ivoire aussi. Nous recherchons la paix, paix du cœur. À bord de ce TGV, la fraternité se vit avant même l'arrivée à destination. On est tout un groupe de foi et lumière. De foi et lumière, on se reconnaît avec un petit foulard jaune. Voilà, on est 45 à partir cette année et on est particulièrement heureux pour ce pèlerinage qui s'augure très très sympathique. Cette attention aux plus fragiles, portée par des mains venues d'ailleurs, dessine à elle seule tout l'esprit de Lourdes. Servir sans compter, veiller sans en être demandé. Je m'occupe de toute la logistique extérieure à l'hôpital. Quand les pèlerins qui ont des difficultés physiques souhaitent se déplacer, nous allons les accompagner tout au long du pèlerinage. Et ensuite, au train du retour, je reprends le wagon numéro 8 que j'ai actuellement pour les 32 pèlerins que nous raccompagnons chez eux à Paris. Et parmi ce joyeux désordre de langues, de chants et de prières murmurées, les pèlerins ivoiriens avancent, eux aussi, portés par la même espérance, celle de confier à Marie leurs joies, leurs épreuves, leurs intentions les plus intimes. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation. Il était temps pour nous de venir déposer nos intentions, demander à la Vierge d'intercéder pour nous, pour des intentions particulières et pour nos différentes familles. Un train, des visages venus du monde entier, une seule et même prière. À Lourdes, 2026, le voyage est déjà pour beaucoup une part du pèlerinage, bien avant même d'arriver à la grotte de Massabielle. Toujours un pèlerinage du côté des musulmans. Cette fois, ils ont terminé plusieurs jours de dévotion et de prière à la Mecque. 715 pèlerins de Cocody sont de retour en Côte d'Ivoire, la grande mosquée de la rivière Golfe. Ils partagent l'expérience de ce voyage spirituel considéré comme l'un des actes majeurs de la foi musulmane. Fakou Ouattara, Régis Kofi, Zakaria Taroui. Ils viennent d'accomplir l'un des piliers majeurs de l'islam. 715 pèlerins, issus de la grande mosquée de la rivière Golfe, de retour de la Mecque, reçoivent des honneurs. Le COSIM a demandé à toutes les communautés d'organiser cette cérémonie-là pour rendre hommage à nos pèlerins. Donc aujourd'hui, nous exprimons notre gratitude, notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis de réaliser cela. Le Hajj reste une expérience spirituelle profonde, marquée par la prière, les sacrifices et la communion entre fidèles. Allah m'a permis d'être parmi ces illustres invités cette année. Mon cœur est rempli de gratitude. Je suis reconnaissante au Seigneur
de ce voyage spirituel. Le séjour à Aram, le séjour à Mousdalifa, le séjour à Mina, c'est des choses que je souhaite à tout musulman de vivre. Ce fut des moments inoubliables. Chers pèlerins, votre retour au pays sain et sauf constitue pour nous un réel motif de réjouissance et de satisfaction. L'État ivoirien s'emploie à tout mettre en œuvre pour offrir à nos fidèles les meilleures conditions pour un pèlerinage réussi. 5e pilier de l'islam, le Hajj est le grand pèlerinage à la Mecque, en Arabie Saoudite. Pour les croyants, c'est un voyage spirituel suprême et une occasion unique de se rapprocher de Dieu. Voilà, un lieu de prière pour les musulmans du village de Dasso. La sous-préfecture de Sifié a désormais donc une nouvelle mosquée d'une capacité de 1000 places. L'édifice religieux est l'œuvre des fils et filles de bonne volonté. La première prière du vendredi a eu lieu en présence du président du COSIM, du président du Conseil d'État, Ibrahim Kubia Koulibaly. Le reportage de Soro Corona. 1000 places, c'est la capacité de la nouvelle mosquée de Dasso contre 300 pour l'ancien édifice religieux. Les travaux de construction de la mosquée Adja Mamissi Kane sont l'œuvre des cadres de Dasso avec à leur tête le président du Conseil d'État Ibrahim Koulibaly Kubia et de bonne volonté. Bien qu'un lieu de prière et d'expression de la foi, la mosquée sert aussi à éduquer, resocialiser, promouvoir la paix et la cohésion sociale. Depuis Dasso, le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM, invite les imams à contribuer à la sécurité. La sécurité d'un pays, ce n'est pas l'affaire seulement du gouvernement, c'est tous les citoyens, ensemble. Nous, notre rôle en tant que population, lorsque nous voyons quelqu'un qui a des comportements louches, nous portons l'information acquis des droits. Pour le parrain, cette mosquée doit servir de lieu de formation de la jeunesse. Ibrahim Koulibaly Kubia exhorte les jeunes à traduire dans les faits les vertus prônées par l'islam. Du haut de cette tribune, exhorter la jeunesse à s'approprier ce joyau qui lui est confié, qu'elle le fréquente et qu'elle veille à ce que la flamme qui l'a fait naître ne s'éteigne jamais. Elle est aussi école de vie où s'apprennent la patience, le respect de l'autre, la discipline et le partage. Les travaux de construction de la nouvelle mosquée Adja Mamissi Kane ont été lancés en août 2021. 5 ans de mobilisation de ressources financières pour bâtir la plus grande mosquée du canton Béma. Et autre chose dans l'actualité, parlons maintenant de coopération. La Côte d'Ivoire consolide sa présence en Guinée avec l'ouverture d'un consulat honoraire en Zéro-Corée. Cette nouvelle représentation diplomatique vise à rapprocher les services consulaires des ressortissants ivoiriens, à faciliter leur accompagnement et surtout à contribuer au renforcement des échanges économiques, culturels et sociaux entre les deux pays. Chris Diomandé. La République de Côte d'Ivoire franchit une nouvelle étape dans le renforcement de ses liens d'amitié, de fraternité, de coopération avec la République de Guinée. Un consulat honoraire de Côte d'Ivoire vient d'être inauguré dans le quartier au sud à Zéro-Corée en Guinée. La cérémonie officielle a été marquée notamment par la lecture de l'Ezokwatu, suivie de l'installation de Fousseni Diakité dans sa fonction de consul honoraire de la Côte d'Ivoire à Zéro-Corée. Cette cérémonie constitue une étape importante dans le renforcement des relations historiques, fraternelles et le bon voisinage entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Votre installation constitue une opportunité supplémentaire pour rapprocher davantage nos deux peuples. Pour le nouveau consul honoraire, cette représentation constitue un cadre de proximité pour accompagner les ressortissants ivoiriens et contribuer au rapprochement entre les populations des deux pays. Je prends aujourd'hui devant vous un engagement solennel. J'exercerai cette mission avec beaucoup d'intégrité, disponibilité et une loyauté absolue envers la République de Côte d'Ivoire. Je mesure pleinement l'importance de cette responsabilité et je consacrerai toute mon énergie à servir dignement notre nation. Pour l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Guinée, cette infrastructure constitue également un nouvel outil au service du renforcement des relations économiques et culturelles entre ces nations. L'installation du consul honoraire en Zéro-Corée doit être comprise comme un choix politique et diplomatique de proximité. Elle traduit la volonté de l'État ivoirien d'être à l'avantage de ses ressortissants, de rapprocher les services consulaires des communautés ivoiriennes et de renforcer le dialogue avec les autorités et les populations locales. Elle traduit également notre ambition de faire de la diplomatie un instrument encore plus concret
au service de nos peuples. Un nouveau cadre de proximité qui entend contribuer au rapprochement des peuples ivoiriens et guinéens et à la consolidation de la coopération. Et dans cet élan justement de coopération, demain lundi 17 août, la République du Gabon va célébrer son accession à l'indépendance. Plusieurs pays sont invités à cette commémoration, au nombre desquels la Côte d'Ivoire. Et c'est le vice-premier ministre, ministre de la Défense, qui représente le président de la République, Alassane Ouattara. Dès son arrivée ce dimanche en début d'après-midi à l'aéroport international Léon Mba, Téné Birima Ouattara a été accueilli par Brigitte Onkanoa, ministre de la Défense nationale gabonaise. Il s'est ensuite entretenu avec Alexandre Barraud-Chambrier, vice-président de la République du Gabon. À son agenda, il est prévu une rencontre avec la communauté ivoirienne vivant au Gabon. Et Libreville qui est déjà justement dans l'effervescence des festivités dans les quartiers comme au sein des représentations diplomatiques, les communautés étrangères se mobilisent pour célébrer aux côtés des Gabonais ce grand rendez-vous national. Incursion au quartier, lui, dans le 1er arrondissement. Un reportage de notre envoyé spécial au Gabon, Walter Amadou Ouattara. Quartier, lui, dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville. Cette communauté est déjà mobilisée pour une contribution significative à la commémoration de l'indépendance du Gabon. C'est pour l'organisation du 17 août du Gabon. Mais on a un invité spécial qui est en train d'arriver, qui est le président gambien. Et il est invité par le président gabonais, son excellence, M. Brice Clotaire Rouingama, pour le 17 août au Gabon. À cette occasion, nous, les Sarakolais du Gabon, ne pouvons pas rester en marche. On va arriver presque 500 à 600 000 ici. Si on ajoute les doubles nationaux, on va arriver à 700. Nous avons beaucoup de liens de fraternité. Et comme vous voyez avec M. Chekna Gouman, on a pour habitude de collaborer. Il m'accompagne très souvent parce que moi j'ai une association qui fait beaucoup dans l'éducation, dans la vie associative. Et on a décidé de se mettre tous ensemble, de nous joindre à eux pour partager cet événement. Ce ressortissant sénégalais ne cache pas également sa joie en ce moment de portée nationale. Le fait d'indépendance en tant que Sénégalais, là, nous on est préparés. Tous les drapeaux qu'il y a eu à lui, là, ici, là, c'est nous les Sénégalais avec les Maliens, ils sont portés tous les drapeaux là. Parce que le fait d'indépendance là, c'est important. Au siège de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Gabon, les préparatifs s'achèvent. Les fruits d'un excellent niveau de coopération entre les deux pays sont visibles. Nous avons de très bonnes relations et la présence du représentant du chef de l'État met un peu plus en avant cette relation-là et cette coopération-là. Nous avons beaucoup d'entreprises ici, un partenariat bilatéral entre les deux pays qui fonctionne très bien. C'est une occasion de magnifier cette relation-là. Pour les Gabonais, la célébration de l'indépendance est une occasion spéciale pour le citoyen de démontrer son attachement à la vie de la nation libre. C'est une fête nationale, c'est une fête pour tout le monde, pour les citoyens gabonais et tous ceux qui y vivent ici. Donc c'est un honneur pour tout le monde demain de fêter. On sera à la parade demain. Mon anniversaire, je suis né le 17 août 1975. Je suis vraiment ravie d'être encore dans ce monde et voir la nouvelle, la 5e République. Bien content de notre président, de tout ce qu'il fait pour les Gabonais. Moi, le bénis vraiment, lui souhaite longue vie et succès dans son mandat. À la veille du 17 août, la ville est paroisée à l'image de l'événement et la vente de gadgets aux couleurs nationales continue. Le boulevard qui mène à l'aéroport connaît un embouteillage, alors que sur les lieux, l'accueil des chefs d'État et des délégations étrangères invitées bat son plein. Une ambiance chaleureuse et festive traduit également l'effervescence qui entoure l'événement. Voilà donc une idée du Gabon qui célèbre donc demain sa fête nationale ici sur place. Le plan national de développement 2026-2030 fait du secteur privé un acteur majeur. Les PME sont appelés à contribuer davantage à la création d'emplois, à l'innovation et à la production de richesses. La Fédération ivoirienne des PME a été pleinement associée. Ahmed Silvie recevait au Dimanche Magazine à 13h aujourd'hui le président du conseil d'administration, Dr Kanegui Ouattara. Je vous propose de l'écouter. La FIPME est aujourd'hui une des organisations principales, même d'ailleurs du secteur privé de façon générale. Et c'est aujourd'hui la première organisation regroupant donc des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries. Nous en avons aujourd'hui plus de 52 associations et organisations professionnelles. Et en termes bien sûr d'organisation,
La FIPME, c'est aujourd'hui un siège social basé à Abidjan et plus de 45 représentations disséminées à travers toute l'étendue du territoire national. Notre ambition aujourd'hui, c'est donc de travailler dans le cadre de l'amélioration donc de la bonne gouvernance au sein donc de nos différentes PME et également arriver à une bonne planification stratégique du dirigeant bien sûr donc de PME. C'est donc aller à la formation, à l'information des dirigeants donc de PME. Et c'est ce que nous nous attellerons bien sûr donc à faire parce que c'est la clé pour nous de pouvoir d'ouvrir donc toutes les portes des difficultés qui se présentent à un dirigeant de PME. Donc pour faire face bien sûr donc à ce PND, pour le mettre effectivement donc en activité pour que ce soit un succès, vous comprenez que le capital humain est vraiment donc quelque chose donc de très important. Voilà pourquoi pour nous il est très important que nous puissions aller vers la formation donc de nos membres. La première idée que nous avons, c'est donc vraiment donc de travailler à la vulgarisation de façon vraiment totale de ce PND-là pour que chacun puisse savoir de quoi il s'agit et que les projets qui sont donc réservés au secteur privé, dans le cas donc des projets privés, des partenariats publics-privés, nous puissions donc en avoir toute la quintessence et permettre à nos membres de pouvoir savoir ce qu'il faut piocher. Et allons dans la région de Gbeke, immersion dans la fabrication de daba à Béomi, ville du masque sacré Goli. Un savoir-faire ancestral résiste au temps. La fabrication de la daba, elle est transmise de génération en génération. Un outil agricole forgé par des artisans locaux au cœur du four pour sortir une daba. Un reportage de Laurence Kakra, Célestin Frodo, Mamadou Tanou. Situé dans la région du Gbeke, au centre de la Côte d'Ivoire, Béomi est un carrefour intercommunautaire. La ville abrite les populations malinké et les autochtones godais, un sous-groupe du peuple baoulé. L'une de ses particularités est la fabrication de la daba, un outil agricole composé d'une lame métallique et des manches en bois. Ici, à quelques pas du centre-ville, sous un hangar de fortune, des hommes de tous les âges s'activent à la fabrication de cet outil essentiel au travail de la terre. C'est un savoir-faire transmis de génération en génération, régi par une hiérarchie bien établie. Depuis mon enfant, c'est d'abord que je fais avec mon papa. Jusqu'à il n'est pas là, je suis avec mes enfants maintenant, on fait. Voilà, on s'enchaîne ça en brousse, côté de Banama, où il y a l'eau là. Quand on coupe, on taille là-bas. Premier pour on jette ça là-bas. On envoie comme ça. Donc quand on envoie, c'est maintenant on commence à tailler un peu. Sous cette chaleur étouffante, ces jeunes hommes, à l'aide de fours traditionnels, transforment le fer en le chauffant à une température très élevée pour le rendre malléable. Puis, avec une rapidité d'exécution, ils martèlent le métal porté à incandescence à l'aide d'outils afin d'obtenir la forme souhaitée, prête pour l'assemblage. C'est mon papa qui m'a appris ça depuis à l'âge de 7 ans. Pour monter une daba tout, 30 secondes. Il faut être très rapide même. Parce que si le feu refroidit net là, bon, ça ne sera pas facile de taper aussi. Quand le feu qui nous brûle, les gros marteaux qu'on prend pour taper le fer. Bon, souvent aussi là, ça nous fatigue. C'est notre métier, donc on est obligé de faire. À l'abri des hautes températures, les plus âgés s'attellent à l'assemblage du manche en bois de la lame métallique pour obtenir la daba sous ses différentes formes. Le jour que tu as le courage, tu peux faire 30. Le jour que tu n'as pas le courage, peut-être 20. D'abord, tout a son prix. Petit là, c'est 400. Ça là, c'est 500. Les dabas sont très appréciés pour leur solidité et leur durabilité. Je fais mon chandillon. Il n'y a pas de daba pour nettoyer dedans. La daba d'ici, là, c'est une bonne qualité. C'est très, très résistant. Les bois sont bons. Le fer même aussi que les gens tapent, c'est très bon. Et moi, je suis quitté à Vavois. C'est là-bas que je suis. Mais les dabas qu'on paye là-bas, là, c'est pas de bons dabas. Donc, en venant là, j'ai préféré venir acheter la daba ici à Béomi. Cette activité leur permet de se prendre en charge et de subvenir aux besoins de leur famille. Si on arrive à nourrir nos familles, nos petites familles avec ça, avec nos besoins, on gagne nos besoins dedans. Bon, ça nous plaît. Bien qu'éprouvant, ce métier résiste aux nouvelles méthodes agricoles. Elle porte une valeur ancestrale que ces artisans pérennisent et constitue une véritable plus-value pour la ville de Béomi.
Et en culture maintenant à Yahou dans le sud Comoé, la fête du 15 août ne fait pas que vibrer au rythme des sonorités traditionnelles à Bourré et des concerts urbains. Elle se veut désormais un levier de développement réuni au cœur de cet événement. Les populations et particulièrement la jeunesse sont appelées à s'unir pour bâtir le village. Régis Kofi, Joël Mambou. Carrefour de cohésion sociale et de culture, Yahou 15 août est le lieu de rencontre des rythmes traditionnels à Bourré et des concerts urbains pour le bonheur des populations, notamment les jeunes. Cette jeunesse qui est invitée cette année a contribué au développement du village de Yahou. Nous sommes convaincus que le développement du village de Yahou ne peut être envisagé sans une mobilisation citoyenne de la jeunesse. Chers jeunes, vous êtes les premiers bénéficiaires de cette initiative. Le Yahou 15 août Festival a été conçu pour vous offrir des opportunités d'expression, de formation, d'insertion et d'épanouissement. Développement, oui, mais sous condition d'unité entre les filles et fils. Notre choix doit être clair. L'unité, la fraternité et surtout le développement. Préservez ce qui vous rassemble. Nos différences existent, certes, mais elles sont humaines, naturelles et légitimes. Mais elles ne doivent jamais devenir des lignes de fracture. Ce qui fait des différences devrait au contraire nous enrichir. Pour mieux entrevoir le futur, il faut se référer au passé. L'une des innovations majeures du festival repose d'ailleurs sur cette pensée. C'est un documentaire qu'on a fait sur les origines même de ce village et l'origine d'un pont, qui relie le village et puis Bonois et puis Abidjan. On a eu quelqu'un qui a vécu les travaux de la construction de ce pont, qui a eu à parler du travail forcé que le pont avait imposé à l'époque. Le village de Yahou est habité majoritairement par des membres du peuple Abouré et Yvé, l'un des sous-groupes Akan établis dans le sud Comoé. Et dans la suite de l'actualité ce soir, allons faire un tour dans le monde pour revoir ce qui a dominé l'information cette semaine. Le 7 sur 7 avec Hamid Yarassouma. Une importante vague de froid frappe l'Afrique du Sud, entraînant une forte chute de neige, des pluies et du verglas qui perturbe fortement la circulation routière et les services dans plusieurs provinces du pays. Un tribunal syrien a condamné par contumace le président déchu Bachar al-Assad, son frère Maher et plusieurs autres ex-responsables à la peine de mort pour les crimes commis durant la guerre civile. Le Parlement libanais a voté l'abolition de la peine de mort, devenant ainsi le tout premier pays du Moyen-Orient à supprimer officiellement la peine capitale de sa législation pour l'ensemble des crimes. L'armée malienne a annoncé avoir obtenu la libération de 82 militaires détenus depuis les attaques du 25 avril, revendiquées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affilié à Al-Qaïda et le FLA, mouvement rebelle à dominance touareg. Le même jour, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, a accordé sa grâce à un ressortissant français identifié comme Yann Christian Bernard Vézilier. Le Conseil constitutionnel a censuré l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, estimant que le dispositif portait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et à la vie privée. Le gouvernement entend désormais réécrire le texte. L'Indonésie a été frappée par deux puissants séismes de magnitude 7,7 et 6,9 à quelques heures d'intervalle, causant la mort d'au moins 53 personnes et faisant plus de 135 blessés. Des centaines de personnes ont été évacuées de l'île de Salamine, près d'Athènes, où 2 incendies se sont déclarés. Un ordre d'évacuation a été donné. Des centaines de vacanciers et de résidents permanents sont concernés. 2 corps ont été découverts près de la plage de Péristeria, dans le sud de l'île. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h, demain 20h. Retrouvez Fatou Fofana. Ce soir, le sage nous apprend que c'est à plusieurs que l'on pose le toit du grenier. Je vous souhaite donc une fructueuse semaine.